Bonjour à tous, merci Jean-Louis pour cette introduction. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous ce matin. C'est aussi un grand honneur de pouvoir répondre favorablement à l'invitation du CAPS ici et de me retrouver à parler de prévention face à vous qui êtes les principaux acteurs finalement du sport en Belgique francophone, que vous veniez du monde scientifique, du monde académique, des terrains de sport directement, des clubs de sport, des fédérations sportives. C'est vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir présenter ici quelques données sur la prévention de blessures, spécifiquement chez l'athlète de haut niveau. Alors la prévention des blessures, moi aussi loin que je me souvienne, quand j'étais étudiant il y a presque 20 ans maintenant, ici à l'université, on n'en parlait pas encore tellement en fait finalement il y a une vingtaine d'années. On avait déjà quelques informations, on essayait un petit peu de construire déjà, de réfléchir à cette manière d'éviter les blessures, mais ce n'était pas une préoccupation tout à fait majeure à ce niveau-là, à cette époque-là. Et puis progressivement, surtout après les années 2000, on a eu vraiment un essor de cette question. Est-ce que plutôt que de soigner les sportifs qui se sont blessés, on n'essaierait pas de travailler un petit peu en amont et d'éviter finalement que les sportifs ne se blessent. Et petit à petit, on s'est vraiment rendu compte qu'effectivement, on disposait de pas mal de leviers pour pouvoir éviter ces différentes blessures. Alors aujourd'hui, comme je parle ici sur l'invitation du CAPS, le CAPS a pour vocation essentiellement de s'occuper du suivi des sportifs de haut niveau. Je vais vraiment essayer de centrer ma présentation sur le sport de haut niveau. Donc c'est pas qu'on va laisser le sport amateur vraiment de côté, mais je pense que c'est important de bien garder en tête que la manière dont on va agencer la prévention chez nos athlètes, elle peut être fondamentalement différente quand on travaille avec des sportifs amateurs ou bien avec des sportifs de haut niveau. Quand je parle de sportifs de haut niveau, je parle évidemment de sportifs de haut niveau en devenir aussi, donc tous les jeunes des fédérations sportives qui sont, on en a parlé tout à l'heure ici avec Jean-Michel Garin, qui ont brillé aux Jeux Olympiques de la jeunesse, qui sont en cours de formation, qui sont vraiment des sportifs en devenir vers le haut niveau. Je pense que ceux-ci, on doit les associer à notre démarche. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à trois grandes questions. Qui fait de la prévention? Pourquoi on fait de la prévention? Et comment on fait de la prévention spécifiquement donc chez les athlètes de haut niveau, que l'on voit ici sur cette photo. C'est un peu petit, mais ce sont les athlètes qui sont sous contrat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui essayent de performer chaque semaine sous les couleurs donc, de la Belgique. Alors, en introduction ici, la prévention de blessures, on pourrait la définir en fait comme un ensemble de moyens qui sont mis en œuvre pour empêcher l'apparition de blessures dans le cadre d'une pratique sportive. Et on a l'habitude en général de classer, de distinguer deux manières de réaliser la prévention. C'est la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire, c'est vraiment empêcher l'apparition d'une première blessure. Mais on sait malheureusement que dans certains cas, les mesures que l'on va prendre ne seront pas suffisantes et on pourrait se retrouver face à un athlète qui va se blesser. Et là, directement, dès que l'athlète va se blesser, on va entamer un processus de prévention secondaire. Dès que vous allez prendre un cold pack, une pochette de glace pour glacer votre cheville qui a subi une entorse, on est déjà quelque part dans le début du processus de prévention secondaire. Et jusqu'à la reprise sportive, l'objectif dans cette prévention secondaire, ça va être d'éviter une récidive de cette blessure ou d'éviter d'avoir une lésion associée aussi, parce qu'on sait qu'on a des lésions associées qui vont se développer un petit peu plus facilement. Et ça va être le challenge pour le reste de la carrière du sportif. Alors évidemment, une fois que l'athlète sera blessé, et ce ne sera pas vraiment l'objet de la conférence ici aujourd'hui, l'athlète va passer par de la rééducation en général, par de la réathlétisation, du réentraînement. Vous connaissez tous ça, différentes étapes, la reprise de la course, la reprise de l'entraînement adapté, la reprise d'un entraînement à 100%. Peut-être, si l'activité sportive le permet, une reprise compétitive adaptée, comme par exemple un joueur de football qui jouerait 25-30 minutes d'un match simplement pour se refaire un petit peu au rythme de la compétition. Et puis on aura cette reprise sportive qui devrait logiquement être basée sur des critères les plus objectifs possibles. Nous en reparlerons tout à l'heure. Alors donc, première question, qui est en charge de la prévention ? Évidemment, on ne peut pas répondre par une seule personne. C'est sûr que l'athlète doit être un acteur de sa prévention. C'est tout à fait fondamental que, dès le plus jeune âge, on forme nos athlètes à devenir autonomes, à se prendre en charge directement par rapport à cette notion de prévention. Ça, c'est vraiment tout à fait fondamental. D'autres acteurs
qui vont intervenir évidemment, qui vont être en charge de cette prévention, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, c'est probablement la personne qui va passer le plus de temps avec l'athlète, donc c'est très important qu'il soit tout à fait sensibilisé à cette notion de prévention. Certains entraîneurs sont très ouverts à la prévention, d'autres entraîneurs le sont peut-être un petit peu moins. C'est aussi à nous d'essayer de les sensibiliser à l'importance de cette prévention. Le préparateur physique, évidemment, on parle de structures de haut niveau. On a tous des préparateurs physiques dans les structures de haut niveau. Ça, c'est effectivement un personnage clé. C'est un interlocuteur de par ses connaissances, ses compétences en physiologie, en biomécanique, en traumatologie, en planification, en méthodologie de l'entraînement. C'est vraiment un interlocuteur central dans la prévention. Ça sera un moteur, effectivement, à ce niveau-là, qui devra parfois pouvoir imposer certaines mesures préventives à l'entraîneur éventuellement, à l'athlète évidemment, et ainsi qu'à l'entourage éventuellement. Donc le préparateur physique, c'est vraiment une personne centrale dans la prévention. À côté de ça, on a évidemment le staff médical de médecins, de kinés, éventuellement d'ostéopathes ou d'autres professions paramédicales. Ça, c'est aussi tout à fait fondamental. Dans un bilan de pré-saison, nous en reparlerons tout à l'heure, donc avant de recommencer la saison, faire un bilan médical, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et puis évidemment en prévention secondaire, c'est certain que le médecin, l'équipe médicale va prendre la main et c'est cette équipe médicale qui va proposer des lignes de conduite au staff des entraîneurs jusqu'au moins au retour sur le terrain. À côté de ça, on a évidemment ce que j'appelle moi les sport scientists, donc c'est un petit peu les scientifiques du sport. Ils sont présents ici, notamment les membres du CAPS, qui sont des acteurs de la recherche, qui produisent de la recherche aussi, donc ils sont au courant des dernières avancées, des dernières découvertes scientifiques dans le domaine de l'entraînement et de la prévention donc des blessures, et qui vont pouvoir vous proposer des applications très concrètes sur le terrain, qui vont pouvoir évaluer aussi les athlètes à des échéances tout à fait régulières. Et puis on a encore d'autres intervenants que l'on peut on ne va pas forcément citer ici, mais par exemple un psychologue du sport peut avoir un réel intérêt en prévention des blessures, un diététicien évidemment, etc., etc. Alors, le plus important évidemment, c'est qu'on regarde tous dans la même direction. Alors si vous regardez sur cette photo, tout le monde ne regarde pas dans la même direction. Donc ça c'est vraiment tout à fait fondamental et on parle ici d'un travail d'équipe en termes de prévention de blessures. Ce travail d'équipe, c'est quelque chose de formidable, de passionnant, mais évidemment il y a des écueils à ce travail d'équipe et il faut pouvoir s'entendre correctement et on sait qu'en pratique, les choses ne sont pas toujours faciles. Quand on joue avec la carrière d'athlète de haut niveau, c'est tout à fait, c'est assez fréquent qu'on ait des difficultés relationnelles, des difficultés de communication parfois, ou sur le fond parfois vraiment effectivement des différences sur la manière de mettre en place cette prévention entre le préparateur physique et l'entraîneur, entre le médecin et l'athlète, entre le sport scientist et le médecin ou l'entraîneur. Donc les choses ne sont pas toujours aussi faciles, mais je pense que c'est uniquement en équipe qu'on pourra réussir à faire de la prévention, à faire une prévention efficace. Alors deuxième question, pourquoi faire de la prévention? Ça pourrait paraître comme une question assez, finalement presque stupide. Pourquoi faire de la prévention? On est tous bien conscients qu'on doit faire de la prévention. Mais je vous propose de passer quand même quelques minutes juste pour bien réfléchir aux raisons pour lesquelles c'est vraiment important de faire de la prévention. Et j'en ai recensé 3 principalement. La première, c'est qu'une blessure, ça coûte, sportivement. On va détailler ça juste après. Ça coûte aussi de l'argent. Et puis, on sait que les mesures préventives que l'on va prendre, elles peuvent avoir une efficacité qui peut parfois être aussi très spectaculaire. Alors, premier point, le coût sportif d'une blessure. Ici, on va parler de tous les sports. Donc, on va essayer de ne pas se centrer sur un sport en particulier. Et si vous regardez cette diapositive, en fait, cette diapositive relate les résultats d'une étude. Les résultats d'une étude qui a été publiée l'année passée et qui a relevé les différentes blessures que les athlètes ont subies. Vous voyez, plus de 11 000 athlètes ont subi aux Jeux Olympiques de Rio il y a maintenant désormais 2 ans. Et ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que sur les 17 jours de compétition, les Jeux Olympiques, c'est 17 jours, mais c'est même encore moins que ça. Certains athlètes vont aux Jeux Olympiques pour faire un jour de compétition. Certains, ça va durer effectivement 15 jours. D'autres, ça sera exclusivement un jour de compétition. On s'aperçoit qu'on a environ 8% des athlètes qui ont subi une blessure durant la compétition. 8%, pardon, ça signifie que environ, si la fédération Wallonie-Bruxelles envoie, je pense que ça doit être environ une 50aine d'athlètes aux Jeux Olympiques à Rio, c'était plus ou moins le cas, ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que 4 d'entre eux soient blessés au moment où ils jouent leur carrière, au moment où ils sont censés performer.
c'est vraiment le jour J de leur carrière sportive. Donc c'est quand même particulièrement dommage. 8%, on pourrait se dire, c'est pas énorme, mais moi, ça me semble être un chiffre quand même relativement élevé. Et dans cet article-ci, on ne relate pas les différentes blessures que les athlètes auraient subies durant leur préparation. Et il y en aurait sûrement probablement eu aussi. Ça va ? Donc ça veut dire que c'est quand même un chiffre qui est relativement important. Autre manière d'essayer d'évaluer un petit peu ce coût sportif, c'est dans les sports collectifs. C'est toujours plus difficile, évidemment, dans les sports collectifs. Comment savoir l'influence d'une blessure chez un athlète sur la performance d'un groupe? Mais en fait, on a quelques informations qui nous viennent de la littérature, et notamment de cette étude que vous pouvez voir ici, sur un suivi de 11 ans parmi les équipes de la Champions League. Donc vous voyez ici, les noms sont à gauche, donc on a quand même quelques noms intéressants, hein, Manchester, Bayern, Barcelone, etc. C'est des clubs presque aussi bons que le Standard de Liège. Vous voyez ici que dans cette étude, on a identifié donc sur 11 ans que les équipes avec le plus faible taux de blessure avaient clairement des meilleures performances dans leur championnat domestique et dans les Coupes d'Europe. Donc ça veut dire que plus vous avez de blessés, moins vous avez de chances de performer. C'est quelque chose qu'intuitivement, on aurait pu déjà se dire, mais ça a été prouvé par cette équipe UEFA notamment. Et cette étude, elle a été aussi complétée par une autre étude qui a été réalisée dans un autre niveau, autre endroit, c'est au Qatar. Au Qatar, donc c'est pas vraiment le même niveau de football, mais ça reste quand même des sportifs professionnels aussi. Et on s'aperçoit en fait qu'ils ont trouvé des corrélations très élevées. Elles sont même tellement élevées qu'on se demande si c'est bien réaliste, puisqu'on a des coefficients de corrélation, ils sont surlignés ici en jaune, de plus de 0,88. Donc pour rappel, les coefficients de corrélation mesurent la relation entre deux paramètres, et plus ce coefficient de corrélation est proche de 1, plus la relation est considérée comme forte. Donc ici, on a une relation très forte entre le nombre de blessures, une relation positive entre le nombre de blessures et le ranking. Plus vous avez de blessures, plus vous serez loin dans le ranking au classement du championnat qatari. Moins vous avez de blessures, plus vous serez dans le haut du tableau. Et puis on a deux relations très fortes, toujours, mais inverses, entre le nombre de blessures et le nombre de victoires, ainsi que les goals marqués. Donc ça veut dire que plus vous avez de blessures, moins vous allez remporter de matchs, moins vous allez marquer de buts aussi. Donc on a vraiment une influence des blessures d'athlètes individuels, même dans les sports collectifs. Deuxième point pour lequel c'est vraiment important de réaliser de la prévention, c'est le coût financier. Le coût financier, j'ai repris ici les données justement de l'équipe UEFA qui a un petit peu essayé d'estimer, c'est très difficile évidemment d'estimer le coût d'une blessure chez certains athlètes, mais on estime que dans le football professionnel, dans les clubs du top européen, par mois d'absence, ça leur coûte 500 000 € par joueur. Alors on imagine la tête du comptable de Manchester City à chaque fois que Vincent Kompany se blesse. 500 000 € environ par mois, joueur formidable hein, au passage, mais 500 000 € par mois pour ces joueurs professionnels par mois d'absence. Donc c'est quand même tout à fait énorme. Quand on réfléchit au coût simplement, quand on essaye d'observer le coût de certaines lésions en particulier, notamment les lésions musculaires des ischio-jambiers, on s'aperçoit par exemple dans une équipe NFL, dans une franchise NFL, donc football américain, on estime environ 350 000 $ par an simplement le coût lié à ces lésions musculaires d'ischio-jambiers. Et quand on revient simplement à un niveau général sportif, donc amateur comme sportif professionnel, on a quelques données relative au coût d'une intervention, pas uniquement de l'intervention d'ailleurs, du suivi global d'une plastie du ligament croisé antérieur, ce qui arrive encore relativement fréquemment. Alors la Suède, c'est certainement un pays où le coût de la vie est un petit peu plus élevé que le nôtre, mais une plastie, le suivi d'une plastie LCA en Suède, ça coûte plus de 20 000 €, de l'ordre de 21 000 à 26 000 € de frais médicaux directs. Donc on ne compte pas les frais médicaux indirects qui sont liés à l'indisponibilité au travail, etc. Donc c'est quand même, réellement, il y a un coût financier qui est tout à fait conséquent. Troisième point pour lequel la prévention c'est vraiment tout à fait fondamental, pour lequel faire de la prévention est important, simplement on a pas mal de données qui nous montrent que c'est tout à fait efficace. Donc quand on prend des mesures préventives, et évidemment on va discuter de la manière dont on va agencer ces différentes mesures préventives, ça peut être tout à fait efficace. Voici ici quelques résultats, et on aurait pu en sortir beaucoup plus des résultats. Ici,
notamment sur l'efficacité de certains programmes de prévention, notamment des programmes de prévention de type d'exercice durant les entraînements, sur la survenue de blessures. Vous voyez que ce sont toutes des méta-analyses ou des revues systématiques, donc on a une évidence scientifique qui est assez solide sur le fait qu'effectivement on est capable de réduire la survenue de blessures de l'ordre de, en moyenne, 40 à 50%. Donc on a des leviers qui sont tout à fait puissants et assez formidables à notre disposition. Alors, dernière question, et c'est ce qui va nous occuper ici finalement pendant le reste de cette présentation, c'est comment faire pour construire une stratégie préventive efficace. Et là, à nouveau, on va pouvoir aller chercher des informations dans la littérature scientifique. Et la littérature scientifique, depuis finalement 1992, où les premiers modèles ont été décrits notamment par Van Mechelen, eh bien, cette littérature va pouvoir nous guider, va pouvoir nous proposer différents modèles, des méthodes vraiment tout à fait rigoureuses pour construire cette prévention lésionnelle. Alors, je vous parlais du modèle de Van Mechelen, c'est un auteur hollandais, un scientifique hollandais qui a donc décrit ça de manière presque un peu confidentielle au départ, et puis après ça s'est très largement popularisé, et c'est très clairement le modèle qui est le plus utilisé dans le monde par les praticiens pour agencer leurs différentes stratégies préventives. Alors c'est un modèle qui comporte 4 étapes. La première étape, on va se poser la question, quelle blessure veut-on éviter? On ne saura pas prévenir toutes les blessures dans chaque discipline, mais dans la discipline dans laquelle vous travaillez, posez-vous la question, quelle blessure veut-on éviter? Et en pratique, ce qu'on va faire, on va essayer de mesurer l'incidence et la sévérité des principales blessures liées à l'activité spécifique. Deuxième étape, on va se poser la question, comment et pourquoi la blessure survient-elle? Ça, c'est une étape clé. On va détailler évidemment tout ceci d'ici quelques minutes. En gros, on va étudier les mécanismes lésionnels et les facteurs de risque. Troisième étape, on va introduire les mesures préventives. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Comment mettons en place la stratégie préventive? Et puis quatrième étape, finalement, cette stratégie préventive, quand on regarde ce qu'on a fait, est-ce qu'on a été efficace? Est-ce que le fait d'avoir introduit ces mesures préventives, ça a réduit finalement l'incidence, la sévérité des différentes blessures? Donc en gros, l'étape 4, c'est simplement reproduire l'étape 1, donc remesurer l'incidence et la sévérité des blessures. Alors passons un petit peu en revue ces différentes étapes dans le détail. Première étape, quelle blessure veut-on éviter? C'est très important ici vraiment, pas uniquement l'incidence d'une blessure, mais la sévérité d'une blessure aussi. Alors pour rappel, l'incidence d'une blessure, c'est classiquement, on l'exprime en nombre de blessures pour 1000 heures de pratique. On peut distinguer les 1000 heures de pratique d'entraînement, les 1000 heures de pratique en compétition, avec souvent évidemment une incidence lésionnelle qui est beaucoup plus élevée lors des compétitions qu'à l'entraînement. Ça, c'est l'incidence. La sévérité, on peut la mesurer indirectement par le nombre de journées d'indisponibilité sportive. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense, de très simple à mettre en place avec vos athlètes. C'est simplement tenir un fichier Excel avec lequel vous avez une ligne par athlète, simplement, et vous notez simplement le nombre de journées d'indisponibilité sportive liées à l'entraînement ou bien à la compétition. Simplement à recenser sur toute une saison de l'indisponibilité de vos joueurs ou de la disponibilité de vos joueurs, une petite case en vert, une petite case en rouge, et simplement, en fin de saison, quand on regarde, parfois on a un dessin très clair de se dire, tiens, il y a vraiment eu un problème au mois de février-mars, par exemple, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est peut-être que l'année d'après, il faudra essayer d'agir directement sur cette période-là pour savoir ce qui a vraiment causé problème. Alors, illustration ici de l'importance de bien regarder l'incidence et la sévérité des blessures par cette diapositive qui est issue à nouveau du monde du football. Bon voilà, moi je suis désolé pour les allergiques au football, mais je parle pas mal de football ce matin. Je pense qu'on va pouvoir généraliser à d'autres sports, mais c'est clair que le football reste le sport qui est le plus étudié en termes de prévention de blessures. Alors si on regarde ici, donc sur ce graphique, vous avez en abscisse l'incidence, donc en nombre de blessures par 1000 heures de jeu, et vous avez en ordonnée la sévérité en nombre de journées perdues à cause de certaines blessures. Et vous pouvez vous apercevoir que dans le football professionnel, les blessures les plus fréquentes, celles qui ont l'incidence la plus élevée, c'est la contusion, vous voyez tout ici en dessous, la contusion au niveau d'un membre inférieur, au niveau d'une cuisse, au niveau d'une jambe, et la lésion musculaire des ischio-jambiers, où on a environ à une blessure pour 1000 heures de pratique, ce qui est quand même déjà relativement élevé. Et vous voyez que si l'on se reporte sur l'ordonnée, on est à environ une vingtaine de jours perdus en moyenne par blessure musculaire. Si on regarde de l'autre côté maintenant, la rupture du LCA, on est sur une incidence qui est 10 fois moins élevée que
que celle que la lésion musculaire des ischio-jambiers. Donc on a 0,1 blessure pour 1000 heures de jeu. Donc une blessure pour 10 000 heures de jeu. Donc ce n'est quand même pas très très fréquent. Par contre, vous voyez qu'on dépasse les 200 jours d'indisponibilité sportive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous faudrait, en termes strictement comptables, je dirais, d'indisponibilité sportive chez vos athlètes, il faudrait 10 lésions musculaires en moyenne des ischio-jambiers pour un seul LCA. Et donc on peut bien comprendre qu'effectivement, la grande crainte des joueurs de football, c'est de se rompre le ligament croisé antérieur, parce que ça risque vraiment de représenter un frein très important dans leur carrière. Ça, c'était l'étape 1. On a mesuré l'incidence et la sévérité. L'étape 2, maintenant, on va essayer d'identifier les mécanismes lésionnels et les facteurs de risque. Commençons par les mécanismes lésionnels. C'est répondre à la question comment la blessure survient-elle. Et ça, on a pas mal d'informations dans la littérature scientifique. On comprend bien, globalement, pour une majorité des blessures, on sait comment survient une blessure. Quels sont les mécanismes qui sous-tendent, qui se produisent lors d'un traumatisme ou lors du développement d'une blessure comme une tendinopathie, par exemple. Illustration ici avec, toujours dans le monde du football ici, parce qu'on a des belles vidéos, de 3 grands mécanismes lésionnels qui ont été identifiés à nouveau par l'équipe de l'UEFA sur environ une quarantaine de sujets qui se sont rompus le ligament croisé antérieur dans la pratique du football professionnel ici. Et donc ils ont identifié 3 grands mécanismes lésionnels de rupture du LCA. Le premier mécanisme ici, c'est... Je vous passe les vidéos ici en boucle. Âme sensible, s'abstenir, parce qu'on va regarder ici simplement une rupture du LCA. Donc le premier mécanisme, c'est un pressing. Donc vous voyez le joueur en bleu et blanc ici qui arrive. Il fait un pressing, donc il arrive en sprint à toute vitesse. Il est obligé de décélérer parce qu'il se rapproche du joueur qui possède la balle. Il doit faire ce qu'on appelle un side step cut, donc un saut latéral directement ou un mouvement latéral, un changement de direction latérale. Problème, il est en flexion, son pied reste calé au sol, il est en flexion de genou, il part en valgus important au niveau du genou, rotation interne de hanche, rotation externe de genou, craque, ça c'est vraiment le mouvement typique lésionnel d'une rupture du LCA. Deuxième mécanisme lésionnel, autre possibilité, c'est une réception après un shot. Là la vidéo est un tout petit peu moins pertinente ici. Vous voyez en tout cas ici ce joueur en jaune qui doit sauter pour défendre la balle. Il est totalement il est hors d'équilibre comme ça, il est sur ses appuis arrière, il y a une incoordination lors de sa réception de saut, on voit qu'il va vraiment taper assez fort sur le sol, ils sauront le ligament croisé en même temps, selon le même mécanisme lésionnel, la situation est différente, mais le geste que le genou a subi, il reste le même que lors de la vidéo précédente. Et puis un troisième mécanisme lésionnel, probablement la plus spectaculaire, vous avez remarqué ici le joueur sur la gauche ici qui part en duel aérien, très belle envolée, grosse détente verticale. Le problème c'est qu'il est déstabilisé en l'air lors de ce duel aérien, il est déstabilisé, il part en valgus très important, craque, voilà, rupture du LCA directement, il a compris, il lève le bras que ça va être terminé pour lui pendant quelques mois. Ça c'était pour les mécanismes lésionnels. Donc, ceci simplement pour vous illustrer que l'on connaît globalement, on sait expliquer comment une blessure survient. Un peu plus difficile maintenant, c'est la question du pourquoi. Pourquoi la blessure survient-elle? Eh bien, en fait, ici, il va falloir essayer d'identifier clairement le maximum de facteurs de risque des blessures, c'est-à-dire tous les éléments qui vont favoriser le développement ou la survenue de ces blessures. Alors, si je vous pose la question ici maintenant, de manière à tout le monde ici, est-ce que vous pourriez tous me dire quels sont les différents facteurs de risque des lésions cardiovasculaires? Une maladie cardiovasculaire, par exemple, quels sont les facteurs de risque d'un infarctus, par exemple? Vous allez tous être capables de me dire, c'est le tabac, c'est la sédentarité, c'est l'obésité, c'est l'hypercholestérolémie, etc., etc. Ça fait partie un petit peu de notre culture générale. Mais en fait, c'est exactement le même principe pour les blessures sportives. On va essayer de s'interroger vraiment sur ce qui va conduire à la survenue des blessures. La difficulté par rapport aux maladies cardiovasculaires, c'est que les facteurs de risque ils sont extrêmement nombreux. Ils sont évidemment variables selon la blessure dont on parle, ils sont variables selon la discipline sportive, ils peuvent être variables selon l'âge, selon le niveau sportif, ils peuvent être variables selon le sexe, donc c'est relativement complexe et il faut vraiment faire une analyse précise par rapport à la population dont vous vous occupez. Évidemment, ce matin, on n'a pas vraiment le temps de détailler tous ces facteurs de risque. Quand on donne les cours à l'ADEPS, on prend 2 heures pour détailler ces facteurs de risque et on manque de temps globalement. Donc pas vraiment l'occasion de détailler tout cela. Simplement ici, c'est pour vous fournir une ouverture d'esprit, je dirais, sur ces différents facteurs de risque. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la littérature scientifique par rapport à ces facteurs de risque, elle est tout à fait abondante, mais elle est parfois contradictoire, ça c'est vrai. Et souvent,
elle est en évolution tout à fait permanente. Donc ça évolue vraiment de manière assez spectaculaire chaque année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, sur le terrain, vous ne pouvez pas attendre que les scientifiques prouvent l'intégralité de différents facteurs de risque. Ça, ce n'est pas possible. On va devoir agir directement sur le terrain. Donc on va essayer d'avoir, je pense que le raisonnement le plus positif possible, c'est d'essayer d'agir prioritairement sur les facteurs de risque qui ont été scientifiquement démontrés, mais de tenir en compte aussi ceux qui sont peut-être un peu plus spéculatifs, dont on a peut-être suggérer un lien en tout cas avec la survenue de blessures. Et je pense qu'on doit en tenir compte, sinon préventivement on risque de louper vraiment certains éléments. Alors pour vous illustrer simplement l'évolution permanente de ces différents facteurs de risque, l'identification de ces facteurs de risque. J'ai fait un petit jeu, j'ai pris 2 grandes revues de médecine du sport, l'American et la British Journal of Sports Medicine. Sur l'année 2018, je me suis aperçu qu'il y avait plus de 500 articles qui traitaient spécifiquement des facteurs de risque des blessures liées au sport. Donc vous voyez qu'on a du mal à suivre, donc ça veut dire que clairement sur le terrain, on ne saura pas prendre en compte vraiment l'ensemble des facteurs de risque, on ne saura pas suivre toute cette évolution, mais on va quand même essayer sur le terrain vraiment de travailler au plus proche de ce que la littérature peut nous renseigner. Alors simplement quelques exemples de facteurs de risque ici, sans rentrer trop dans le détail, mais des facteurs de risque plutôt généraux simplement ici. Par exemple, le manque de sommeil chronique. On a un petit peu cette sensation-là, quand on ne dort pas bien, on est peut-être moins performant, ça c'est possible d'être un petit peu moins performant, mais il a été démontré ici maintenant qu'on avait plus de chances de se blesser aussi quand on avait un manque de sommeil chronique. Si vous regardez cette infographie ici, infographie réalisée par Yann Lemeur, mais on s'aperçoit sur la diapositive, sur la partie de gauche ici, sur les 3 premières colonnes, que le taux de blessure chez les athlètes qui dorment moins de 8 heures par semaine de manière chronique, eh bien, il est plus élevé que chez ceux qui dorment 8 heures ou 9 heures ou plus par jour, de l'ordre de 1,7 fois plus élevé. Ça a été retrouvé dans d'autres études aussi, notamment dans cette étude de l'année dernière du Scandinavian qui montrait que les athlètes qui présentaient au moins 8 heures de sommeil durant les nuits de la semaine réduisaient leur susceptibilité aux blessures de l'ordre de 61%. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et voilà, moi qui travaille dans le centre de formation ici pour plusieurs sports, on sait que c'est une difficulté, en tout cas pour les éducateurs, de savoir si les jeunes qui pratiquent 4 à 5 heures de sport par jour dorment bien, parce qu'avec les smartphones sous la couette, on ne les voit pas forcément, évidemment. Et donc certains n'ont pas leurs heures de sommeil et ça pose réellement un problème au niveau des blessures. Deuxième exemple de facteur de risque à prendre en compte, ce ne sont que des exemples ici, c'est l'intervalle entre 2 journées de compétition. À nouveau, étude dans le football, très grosse étude ici du groupe UEFA, 130 000 observations de matchs, 14 ans sur 14 ans. Et bien en fait, ils se sont rendus compte, et c'est très intéressant, que quel que soit l'intervalle de compétition, quel que soit l'intervalle entre 2 journées de compétition, eh bien, il n'y avait pas vraiment de différence en termes d'incidence lésionnelle quand on regarde l'ensemble des blessures. Donc vous voyez ici que l'intervalle entre une compétition, une journée de compétition et la journée précédente, soit de 4 jours, 5 jours, 6 jours, ou que ça aille jusqu'à 10 jours, il n'y avait pas vraiment de différence. Par contre, quand on regarde spécifiquement les lésions musculaires, là on s'aperçoit qu'on a une différence. Vous voyez ici, quand on a un match qui se déroule 4 jours après le match précédent, on a une incidence lésionnelle de l'ordre de 1,08 blessures pour 1000 heures de pratique. Par contre, quand on a un délai un petit peu supplémentaire de l'ordre de 6 jours, 7 jours, 8 jours jusqu'à 10 jours, eh bien on a une incidence qui est nettement plus réduite de l'ordre de 0,80, donc différence significative de plus de 20% ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord en football, on ne sait pas adapter le calendrier il est imposé, donc on ne sait pas adapter ce calendrier. Par contre, ce qu'on peut adapter, c'est peut-être la présence d'un acteur sur le terrain. Donc quand je prends l'exemple de Vincent Compagnie tout à l'heure, qui a réellement une vraie sensibilité, une vraie susceptibilité à des blessures musculaires, pour lui, pour cet athlète qui est vraiment à risque, vraiment se pose la question de savoir s'il doit jouer tous les 4 jours, si dans le championnat anglais, avec la coupe, avec les coupes d'Europe, etc., sa présence est absolument requise 2 fois par semaine. Et ça, c'est à discuter dans le staff médical. Mais voilà, ce sont des données qui sont assez intéressantes à prendre en compte. Mais vraiment spécifiquement, cet élément musculaire serait un petit peu plus susceptible aux blessures si le délai est un petit peu trop court entre 2 journées de compétition.
Je reviens au modèle théorique, on a fait l'étape 1, on a fait l'étape 2, on repasse aux étapes 3 et 4. L'étape 3, c'est l'introduction des mesures préventives, donc, sur base évidemment des facteurs de risque prioritaires. L'étape 4, c'est l'évaluation de leur efficacité, c'est simplement essayer de monitorer, donc de relever l'incidence et la sévérité des blessures après avoir introduit les blessures. Est-ce qu'on a été efficace ou pas? Alors, ce modèle de Van Mechelen, ce n'est pas le seul. C'est le modèle le plus utilisé dans le monde, comme je vous disais. C'est vraiment un modèle très pertinent. Il est parfois remis en cause par certains auteurs, notamment ici une équipe irlandaise qui propose un autre modèle en 6 étapes. C'est sorti en 2017, donc on n'a pas encore beaucoup de recul par rapport à ce modèle. On a un autre modèle aussi de ce début d'année 2018 qui a été mis en place, qui a été développé par le FC Barcelone, l'équipe médicale du FC Barcelone, une équipe très dynamique, en collaboration avec des chercheurs norvégiens de très haute qualité. Ce qu'on appelle le TIP, c'est spécifiquement pour les sports collectifs. Et donc, moi je ne suis pas en train de vendre ici le modèle de Van Mechelen, choisissez votre modèle simplement. Peut-être que dans quelques années, on ne parlera plus que de ces modèles-là. Il y en a d'autres aussi qui existent, mais en tout cas, je pense que si on veut vraiment être efficace, restons rigoureux, suivons un modèle. Et une fois qu'on s'engage avec un modèle, on va essayer vraiment de le suivre jusqu'au bout. Petite remarque par rapport à ces différents modèles, il y a quand même toujours cette étape clé. La deuxième étape ici du modèle de Roux et la deuxième étape aussi du modèle TIP, c'est toujours la recherche des facteurs de risque. Donc cette étape-là, on n'y coupera pas, il faut aller rechercher le pourquoi la blessure survient-elle pour pouvoir effectivement agir préventivement dessus. Alors, soyons un petit peu plus concrets ici maintenant, et quand on réfléchit à la mise en place de programmes préventifs, qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain vraiment très concrètement? Et c'est là où on va peut-être distinguer un petit peu ce que l'on va pouvoir faire avec des sportifs d'un niveau plutôt confidentiel, plutôt amateur, des sportifs qui performent vraiment dans le haut niveau. Et donc on va pouvoir distinguer deux grands types d'approches, la prévention groupée ou la prévention individualisée. Alors la prévention groupée, c'est quoi? En gros, vous avez vos athlètes, vous vous occupez d'une quinzaine d'athlètes par exemple, ils arrivent à l'entraînement, vous leur faites réaliser tous le même programme. Donc vous avez prévu vos petits circuits préventifs avec du renforcement, avec de l'équilibre, avec du contrôle neuromusculaire, avec différents éléments, des assouplissements, etc. Tout le monde fait la même chose, le même nombre de répétitions, le même nombre de séries, peut-être pas tout à fait les mêmes charges dans le renforcement musculaire, mais globalement tout le monde fait la même chose. Ça, c'est donc la prévention groupée. Les avantages, évidemment, de ce type de travail, c'est que c'est très facile à mettre en place. Vous préparez vos entraînements, il faut juste un petit peu de petit matériel, mais c'est très peu coûteux. Donc en termes de budget, en termes de temps, ça ne représente pas énormément de problèmes. Et ça ne nécessite pas non plus d'évaluation préalable. Donc vous avez vos 15 athlètes. Certains sont peut-être à très haut risque de blessure, d'autres pas. C'est indifférent pour vous, vous faites le même travail chez tout le monde. Et évidemment, vous avez compris, c'est un petit peu l'inconvénient, c'est-à-dire que ce travail en prévention groupée sera inadapté chez certains. Je reprends mes 15 athlètes ici, j'ai un groupe en athlétisme par exemple, je m'occupe de 15 athlètes, des sauteurs en hauteur, des sauteurs en longueur, et je vais en début de saison réaliser 6 semaines de travail avec eux, durant lesquelles on va travailler les fondamentaux de l'athlétisme, on va vraiment développer leur qualité athlétique. Mais on va aussi essayer de faire de la prévention de l'ordre de 2 fois 30 minutes par semaine, par exemple. C'est un exemple. Donc on va faire cette intervention pendant 6 semaines. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des 6 semaines? Eh bien, chez certains, ça aura été très positif, c'est-à-dire que vous aurez vraiment réussi à gommer certains facteurs de risque, ou en tout cas réduire vraiment le risque de blessure à son strict minimum. Mais si vous avez quelques athlètes, et il y en a toujours dans les groupes évidemment, qui présentent des facteurs de risque tout à fait majeurs, donc c'est-à-dire, imaginons quelqu'un qui a une vraie faiblesse au niveau des ischio-jambiers par exemple, et on sait que la lésion musculaire des ischio-jambiers est particulièrement problématique en athlétisme, et bien ceux-là sont représentés en rouge ici. D'abord, vous ne saurez pas vraiment qui c'est, puisque vous n'aurez pas évalué, mais ceux-là seront toujours à risque parce que l'entraînement que vous aurez proposé à ces athlètes-là, peut-être qu'il n'aura pas été suffisant. Ça va? Donc simplement, on fait fi des différences interindividuelles ici, et on peut avoir une réelle efficacité. Au niveau du sport amateur, il y a pas mal d'études qui ont montré que c'était très efficace. Des programmes du type FIFA 11+, etc., c'est vraiment très intéressant. C'est facile à mettre en place, c'est bien. Le problème, c'est que si vous voulez vraiment avoir des résultats avec vos 15 athlètes, la majorité de vos athlètes, en travaillant de manière groupée comme ceci, vous risquez de ne pas satisfaire réellement l'ensemble des participants. Par opposition, évidemment, vous avez la prévention individualisée, et donc pour ça, il va falloir cibler chaque individu, il va falloir évaluer
chaque individu, et c'est ce qui représente évidemment son gros avantage, c'est qu'à l'aide de screening tests, donc de ces tests qui vont permettre vraiment de cibler spécifiquement différents facteurs de risque, on va pouvoir individuellement proposer une réponse qui va être tout à fait en adéquation avec les déficits de chaque individu. L'inconvénient, évidemment, c'est un petit peu les avantages quelque part de la prévention groupée, c'est que ça nécessite une évaluation, une ou plusieurs évaluations, évidemment. C'est donc chronophage, ça nécessite un certain budget, de la logistique, et je dirais aussi surtout des compétences humaines. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Mais on est dans le haut niveau, et dans le haut niveau, je pense que c'est là où on doit se démarquer. On sait que le haut niveau, c'est une succession de petites choses qui font que la performance, elle va se mettre en place. Et je pense que dans le haut niveau, on devrait vraiment privilégier cette manière de travailler en prévention individualisée. Donc quand on compare finalement les deux, voilà, la prévention groupée, c'est un peu l'expression one size fits all, tandis que la prévention individualisée, c'est donc le sur-mesure qui est donc plus pertinente pour le haut niveau. Alors une petite remarque par rapport à ces screening tests, dont on va beaucoup discuter dans la deuxième et la troisième partie de l'intervention ici aujourd'hui de cette matinée. Est-ce qu'on peut prédire une blessure? Ça, ce serait évidemment ce que le rêve absolu, ce serait qu'on aille demander à un scientifique, à un entraîneur, est-ce que je vais me blesser? Est-ce que vraiment je vais me blesser? D'avoir vraiment cette possibilité de prédire une blessure. C'est certain que quand on réfléchit un petit peu, il est tout à fait impossible d'évaluer tous les facteurs de risque. Il est tout à fait impossible aussi de maîtriser les différentes interactions entre ces différents facteurs de risque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prédiction de blessure, on peut laisser tomber, c'est pas possible. C'est comme un petit peu prédire le temps simplement en regardant le ciel. J'exagère un petit peu à ce niveau-là, mais on ne saura pas vraiment prédire une blessure. Ce qu'on va pouvoir faire par contre, c'est estimer le risque de blessure via l'établissement de ce qu'on appelle un profil de risque. Donc dire vous allez vous blesser, ce n'est pas possible. Dire vous avez un profil dont on sait que, de par les épreuves que vous venez de passer, vous avez 4-5 fois plus de chances de vous blesser que si vous aviez normalisé tout à fait, par exemple, votre force musculaire, eh bien, ça, c'est quelque chose de plus cohérent, c'est quelque chose de plus pertinent à dire par rapport aux sportifs de haut niveau. Mais prédire directement, c'est totalement impossible. On n'est pas des devins, ce n'est pas possible. Illustration ici par ce graphique. Donc ici, ça provient d'une étude américaine qui avait mesuré chez des athlètes aux États-Unis, je pense que c'était des basketteurs, le valgus de genou lors d'une épreuve de saut. Donc valgus de genou, ce qui représente vraiment un facteur de risque important de rupture du LCA. Je pense que vous avez vu dans les vidéos de quoi je parlais. Et donc ils ont testé ce valgus de genou. Ils ont vraiment mesuré de manière très très précise en termes de degrés cette amplitude de valgus de genou. Et puis simplement, ils ont fait un suivi de blessures chez ces différents athlètes pendant 1 an ou 2. Et ils sont aperçus que certains d'entre eux, évidemment, se blessaient, se rompaient le LCA. Ceux-ci sont représentés en noir sur la figure, tandis que les petits bonshommes qui sont en gris sont les athlètes qui ne se sont pas blessés. Et vous pouvez voir ici que, quel que soit le cut-off, c'est-à-dire la valeur seuil qui a été prise, 15 degrés par exemple, 12 degrés, 10 degrés de valgus de genou, quel que soit ce cut-off, donc en A, en B ou en C, eh bien on aura toujours des gens en noir d'un côté, on aura toujours des gens en noir de l'autre côté. Ça veut dire qu'on ne saura jamais prédire directement, forcément, la blessure. On aura toujours des gens chez qui on aura dit, écoutez, vous êtes en dessous du cut-off, donc a priori, vous ne devriez pas vous blesser, mais qui vont quand même se blesser. Et à l'inverse, on aura des gens à qui on aura dit, attention, vous êtes à haut risque de blessure, mais qui ne vont pas se blesser. Ça va? Donc la prédiction de blessure, c'est vraiment quelque chose d'impossible. Par contre, soyons un peu plus raisonnables, proposons plutôt d'estimer le risque de blessure via l'établissement de ce profil de risque. Alors, évidemment, pour établir correctement un profil de risque lésionnel, un seul test ne sera pas suffisant. Il va falloir utiliser une batterie de tests et à vous d'essayer de réfléchir en collaboration avec le staff du CAPS ou avec votre staff médical, avec le staff du préparateur physique de Sport Scientist, quelles épreuves seraient les plus pertinentes dans votre discipline et par rapport à votre activité spécifique. Cette batterie de tests, en général, elle comprend, mais ce n'est pas à nouveau, il faut vraiment adapter par rapport à votre discipline et au public dont vous vous occupez. Elle peut comprendre des épreuves de force, de gestuelle, de biomécanique, de contrôle moteur, neuromusculaire. On peut faire des tests cartes d'identité, je ne vais pas développer ici. Et évidemment, sur base de ces tests, on va pouvoir proposer une fiche individuelle à chaque athlète pour cibler vraiment les déficits et, ça c'est très important aussi, proposer un suivi longitudinal. Donc faire en sorte que votre athlète, après, on continue de le suivre, on continue de l'évaluer pour être certain qu'il réduit son risque de blessure à son strict minimum. Réduire à zéro, impossible, mais en tout cas réduire à son strict minimum.
Un mot aussi sur ce qu'on appelle la return to play decision. Donc ça, c'est vraiment la décision d'autoriser le retour au sport après blessure. On est clairement dans la prévention secondaire. On est en fin de rééducation. Votre athlète a été blessé. Il a fait sa rééducation, sa réathlétisation, son réentraînement, etc. progressif. On se pose la question, tiens, maintenant, est-ce qu'il est prêt pour reprendre l'activité compétitive? Eh bien, réfléchissons à nouveau à des screening tests. Peut-être qu'ils seront les mêmes qu'en prévention primaire, mais peut-être qu'ils seront légèrement différents. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important. Le professeur Croisier l'a signalé ici au début. Là, chaque individu présente des caractéristiques très spécifiques. Et c'est d'autant plus vrai en prévention secondaire que quand vous avez subi une blessure, vous avez une variabilité très importante dans la récupération. Vous avez des gens, par exemple ici, qui après une rupture du LCA ont un retour sportif. En moyenne ici, c'est recensé dans cette étude, à 240 jours après l'intervention. Donc ça fait environ 8 mois après l'intervention chirurgicale. Mais vous voyez qu'il y a un écart type relativement important. On est à plus ou moins à 68 jours. Donc ça veut dire que certains reprendront à 6 mois, mais d'autres ne reprendront qu'à 10, 11, 12 mois l'activité. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas prêts pour reprendre l'activité à 6 mois, à 7 mois, à 8 mois. Il faudra attendre peut-être un petit peu plus longtemps chez ceux qui, justement, ne sont pas prêts. Donc ça veut dire que si on essaye d'estimer qu'un athlète est prêt à reprendre l'activité sportive uniquement dans le cabinet d'un médecin sans autre évaluation, mais on ne saura jamais déterminer ça. Vous allez avoir un médecin qui va faire par exemple pour LCA un test de laxité, qui va poser quelques questions, très pertinentes évidemment, mais sans avoir réellement d'informations sur la force musculaire, sans avoir d'informations sur vraiment le contrôle, la qualité de contrôle neuromusculaire. Est-ce que lors de l'activité sportive, lors d'un changement de direction, mon athlète il est bien? Est-ce que son genou est placé vraiment correctement? Est-ce qu'il y a une vraie symétrie entre le côté sain et le côté pathologique? Tout ça, c'est à l'intérieur dans le cabinet médical, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir les réponses à ces questions. Donc c'est vraiment important de bien garder ça en tête et de se dire qu'on a besoin d'informations objectives. Et ici, je vous présente ici très rapidement les résultats d'une étude réalisée notamment par notre collègue gantois Eric Wittevrouw. Très belle étude, c'est une des études les plus vues, je pense, en 2016 dans le British Journal of Sports Medicine. Lui, il a identifié, cette équipe a identifié qu'il fallait 6 critères à remplir avant de revenir sur le terrain après une rupture et une plastie du LCA. Ces 6 critères, c'est la validation d'un test isocinétique, les hop tests, d'avoir suivi une rééducation spécifique orientée sur le sport et en tout cas dans le football professionnel, parce que c'était réalisé chez des footballeurs professionnels, de réaliser un T-test, donc un test de déplacement que je ne vais pas détailler ici, en moins de 11 secondes. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est que si vous validez ces différents 6 critères, eh bien vous avez 4 fois moins de chances de vous rompre le LCA, donc d'avoir une récidive de rupture du LCA, que ceux qui ont 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 critères qui ne sont pas validés. Donc je pense que c'est vraiment important de se dire ces screening tests, ils servent aussi, ils sont très importants en prévention secondaire. On en reparlera tout à l'heure aussi dans les exposés, dans les 2e et 3e exposés notamment. Alors pour terminer ici, quelques diapositives, vraiment pour toujours rester vraiment concret. On a un petit peu décrit les modèles, on a distingué un petit peu la prévention individuelle de la prévention groupée. Ici maintenant, très concrètement, quels éléments clés pour une action vraiment préventive tout à fait optimale? Le premier élément, je pense, c'est un bilan médical de début de saison, ce que les anglophones appellent le PCMA, Pre-Competition Medical Assessment. Donc c'est vraiment ce bilan médical qui devrait finalement être tenu chez tous les athlètes. Pourquoi ne pas envisager, par exemple, que le fameux certificat médical d'aptitude à la pratique sportive ne soit pas plutôt une évaluation de début de saison des facteurs de risque d'un athlète, par exemple. Ça, ce serait quelque chose, je pense, de vraiment très intéressant. Et ce bilan médical, effectué par un médecin spécialisé dans le sport, ça c'est très important en médecine du sport, en médecine physique spécialisée vraiment dans le sport, devrait comprendre au minimum un recensement des blessures antérieures, éventuellement certains tests de provocation, je pense à des tests au niveau de la laxité de l'épaule notamment, des tests de mobilité, une évaluation des troubles de la statique, des imageries préventives éventuellement, ça c'est quelque chose qui pourrait être envisagé par certains médecins. On prend par exemple, je pense par exemple au résultat d'une étude qui montrait que parmi des joueurs de volleyball professionnels, quand on fait une échographie du tendon rotulien, donc il faut savoir que le tendon rotulien, il faut savoir qu'un joueur de volleyball sur 2, tôt ou tard, il sera atteint d'une tendinopathie rotulienne, de par les sauts et les réceptions de sauts. Et donc, quand on réalise une échographie des tendons en début de saison, on s'aperçoit que certains ont déjà des tendons qui présentent une image de dégradation, donc on est déjà quelque part en pré-tendinopathie, tandis que d'autres
ne présente une imagerie tout à fait négative, donc il n'y a rien de spécial. Eh bien, chez des sujets qui sont totalement asymptomatiques, donc ceux qui présentent une imagerie plutôt positive, donc avec déjà des signes de tendinopathie, n'ont pas de symptômes, donc ils vont très bien, ils peuvent faire leurs entraînements. Eh bien, on s'aperçoit quand même que ceux qui avaient des signes à l'échographie avaient beaucoup plus tendance à développer une tendinopathie. Donc ça pourrait aussi être un élément préventif intéressant. Maintenant, faut-il généraliser de l'imagerie médicale chez tout le monde? Non, probablement pas, mais ça pourrait se justifier avec un groupe d'athlètes de top niveau qui est particulièrement à risque par rapport à certaines blessures. Évidemment, le bilan médical doit être réalisé en regard des screening tests. Il doit y avoir une collaboration entre l'équipe médicale et les évaluateurs, ceux qui réalisent les screening tests. Donc ce bilan médical de pré-saison, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Deuxième point très important, c'est la compliance, l'adhérence des athlètes. Ça, c'est vraiment important au programme de prévention. Quand on parle de prévention, par exemple, ici groupée, les résultats de cette étude sont assez intéressants. On a demandé à des athlètes qui proviennent du milieu du football de réaliser le programme FIFA 11+, et on s'aperçoit en fait qu'on a clairement un lien entre la dose de ce type de programme, donc le nombre de fois qu'ils ont réalisé ce type de programme, et l'incidence lésionnelle. Donc vous voyez à gauche, la colonne de gauche, ce sont les clubs, c'est le groupe d'athlètes qui ont réalisé de 1 à 19 fois le programme FIFA sur une saison. Au milieu, c'est de 20 à 40 fois. Et à droite, c'est plus de 40, plus de 39 fois. Et vous voyez que l'incidence lésionnelle est évidemment inversement proportionnelle à cette dose. L'incidence lésionnelle qui est notée en rouge ici est nettement plus élevée chez les groupes qui réalisent le moins de prévention. Donc vraiment, on a vraiment un effet qui est dose dépendant. Alors jusqu'à quel stade, évidemment, ça c'est un petit peu difficile de répondre, mais il faut savoir qu'il faut un certain volume de travail préventif pour avoir des effets. Troisième et dernier point ici, c'est la gestion de la charge. Ça, c'est vraiment quelque chose de très actuel. La recherche évolue très très fort ces derniers temps. Moi, je vous renvoie notamment au cours ADEPS. Je pense que mon collègue Nicolas Benoît a développé un cours ADEPS sur la gestion de la charge avec d'autres collègues et que j'ai trouvé très, très exhaustif. Donc, je pense que c'est vraiment une source d'information qui est vraiment particulièrement pertinente à ce niveau-là. Et on sait évidemment que par rapport à la prévention des blessures, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Donc ça veut dire que si vous réalisez vos mesures préventives, si vous essayez de faire des screening tests, que vous agencez correctement votre travail préventif, mais que vous ne monitorez pas et que vous ne gérez pas votre charge de travail, eh bien vous ne serez pas totalement dans de la prévention de blessures. Donc pour faire de la bonne prévention de blessures, il faut absolument monitorer et gérer la charge de travail. Ça, c'est vraiment tout à fait fondamental. Alors, la charge de travail, comment la gérer ? On pourrait parler une journée de ça, évidemment. Ça peut être vraiment même plus qu'une journée de ça. Vous savez qu'on parle de charge externe, de charge interne. Et moi, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que dans les mesures de charge interne, il existe certains questionnaires qui permettent d'évaluer ce qu'on appelle la charge émotionnelle et perceptive. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important en prévention de blessures parce que il y a la charge de travail, effectivement, qu'on peut évaluer en nombre de sauts, en fréquence cardiaque, en distance parcourue par semaine, par entraînement, effectivement. Mais ces questionnaires sont vraiment intéressants parce que ça nous permet de savoir comment l'athlète se sent, vraiment, comment il ressent les effets de l'entraînement, comment il se sent par rapport à sa vie quotidienne aussi. Et ce qui est très intéressant, et je pense que mes collègues du CAPSI sont bien au courant évidemment de tout cela, c'est que tout ce qui peut se passer en dehors de l'activité physique aussi peut avoir une influence peut-être très importante sur le risque lésionnel le risque lésionnel lié à l'activité physique. Donc, par exemple, ici, des événements de la vie qui sont négatifs, donc des athlètes qui subissent des deuils, qui ont des séparations avec leur conjoint, par exemple, ou d'autres choses, ce seront des athlètes qui seront plus à risque de blessures. Les résultats ici de cette revue de Slimani en début d'année ici montrent que, et c'est une méta-analyse ici, donc on a quand même un niveau d'évidence scientifique élevé, et bien qu'effectivement, un athlète qui subit des événements négatifs dans sa vie, qui présente un très haut niveau de stress, pas forcément lié à l'activité physique, ou bien qui a vraiment une charge, qui ressent en tout cas très négativement certains événements de la vie, eh bien serait plus à risque de blessure. Donc ça, c'est quelque chose dont on doit faire attention, penser un petit peu au well-being, au bien-être de l'athlète. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est important aussi en prévention des blessures.
Alors j'arrive au bout de cet exposé, je vais terminer simplement par la conclusion et par une espèce de figure de synthèse en quelque sorte des différentes questions que l'on a posées ici aujourd'hui. Qui fait de la prévention? Pourquoi? Comment? Alors, on a bien vu ici ce matin que c'était un travail d'équipe, avec un travail notamment du préparateur physique qui était une personne centrale. En prévention secondaire, on a aussi le staff médical, l'aide évidemment des sport scientists, ça c'est vraiment évidemment aussi très très important. Donc c'est un travail d'équipe. Pourquoi on fait de la prévention? On a discuté ici du coût sportif et du coût financier qui est relativement important chez les athlètes, le coût financier est relativement important, le coût sportif surtout encore plus. L'efficacité des méthodes préventives est évidemment nous incite évidemment à redoubler d'efforts quant à l'élaboration de nos stratégies préventives. Et puis après, comment on met en place notre prévention? La première chose, choisissez votre modèle, à voir, mais je pense que c'est vraiment, une fois que vous avez votre modèle, allez-y à fond. Vous pouvez choisir le modèle que j'ai décrit, enfin que je n'ai pas vraiment décrit justement tout à l'heure, que je vous ai simplement cité. Si vous voulez plus d'informations, moi je suis tout à fait disposé à en discuter ici juste après. Si vous choisissez la séquence de prévention de Van Mechelen, respectez les 4 étapes. La première, quelle blessure veut-on éviter? Puis quel mécanisme lésionnel, quel facteur de risque? Et puis la troisième, on met en place le programme pour enfin, en 4e lieu, essayer de vérifier un petit peu l'efficacité de notre programme. Je reviens légèrement à l'étape 3. Vous choisissez si vous réalisez votre prévention groupée ou individualisée. On a vu que c'était probablement plus pertinent de réaliser une évaluation, une prévention individualisée. Cette prévention individualisée, elle nécessite des screening tests, elle nécessite un bilan médical de pré-saison. Et à côté de ça, on a besoin aussi de faire en sorte que notre athlète soit tout à fait en adhérence et réalise correctement le programme préventif. On a besoin d'avoir un suivi de la charge selon la méthode que vous souhaitez, notamment la charge émotionnelle et perceptive, mais pas uniquement ça. On a besoin d'avoir un suivi longitudinal aussi. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disposé à répondre à vos questions. Bien, merci François. Je pense que la qualité de ta présentation fait qu'on a peut-être le sentiment que la prévention, finalement, ce n'est pas si difficile. Je pense que tu as bien clarifié les choses. Je suis persuadé que chacun, à notre niveau, nous avons été sensibilisés par l'un ou l'autre élément dans ta présentation. Moi, je retiens en particulier le fait que les screening tests, si rien n'est fait après le screening test, s'il n'y a aucun programme de remédiation mis en place, les tests ne servent à rien. Et donc au sein du CAPS, nous plaidons bien évidemment pour des échanges et qu'il y ait de réelles implications. Un test doit donner lieu à un éventuel programme de remédiation. Tu as bien insisté également sur toute l'importance de la compliance. Et je pense que pour qu'un sportif adhère à un programme qu'il peut parfois imaginer un peu éloigné de sa gestuelle, de sa pratique, etc., pour qu'il adhère à cela, il faut lui expliquer. Et ça, c'est non seulement la mission dans les différents pôles de compétences du CAPS, expliquer les résultats, les implications, en simplifiant parfois, mais c'est la mission aussi des préparateurs physiques, des kinésithérapeutes, etc. Donc toute une série de messages clés et vous avez certainement des questions à poser à François. Professeur Franco. Oui, merci beaucoup pour le très bel exposé, très structuré. Vraiment bien apprécié. J'ai en fait 2 questions, mais qui sont liées par rapport au risque lésionnel. Donc si on comprend bien que le système n'est pas binaire, qu'un athlète ne va pas se blesser ou se blessera, il y a sans doute une probabilité. Est-ce qu'il y a dans la littérature à l'heure actuelle, disons, des quantifications qui sont suffisantes que pour pouvoir fournir aux entraîneurs un risque, un niveau de risque en termes de pourcentage pour aider à la décision? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est, on comprend bien aussi qu'un système qui est global sera moins performant qu'un système individualisé, mais qu'évidemment, le système individualisé va prendre plus de temps. Est-ce qu'on pourrait aussi imaginer un système bayésien, c'est-à-dire qui globalise les deux en se basant sur la règle générale de la population et en connaissant certaines caractéristiques de l'athlète, de déterminer de manière par des algorithmes probabilistes le risque relatif de se blesser?
Alors, pour répondre à la première question, je dirais que ça dépend. Donc, c'est difficile de généraliser, effectivement. Donc, ça dépend un petit peu des blessures en question. Généraliser un risque de blessure, c'est très très difficile, effectivement. Maintenant, voilà, Jean-Louis parlera tout à l'heure, effectivement, en isocinétisme, par exemple, qu'on a quand même des informations assez pertinentes par rapport à ça. Par rapport au risque notamment, ça dépend un petit peu du degré d'investissement des scientifiques par rapport à certaines pathologies. Le LCA, par exemple, est très étudié. C'est une pathologie vraiment, c'est de loin la pathologie qui est la plus étudiée. Donc, on a quand même vraiment pas mal d'informations par rapport à cette pathologie-là. Par contre, par exemple, par rapport à un risque lésionnel d'entorse de cheville, par exemple, qui est pourtant la pathologie la plus fréquente, on a par exemple moins d'informations. Donc, ça veut dire que c'est assez difficile d'émettre un risque global. Et si on poule un petit peu tout ça, c'est assez difficile parce que certaines études ont essayé, mais évidemment avec toutes des méthodologies fondamentalement différentes, des évaluations différentes, des populations différentes. Donc c'est assez difficile de répondre à cette question. Par rapport à la deuxième question, donc à cette possibilité de trouver une méthodologie, je dirais, un peu intermédiaire entre la prévention groupée et la prévention individualisée, je pense que finalement, c'est quelque part, c'est ce que l'on fait le plus, je dirais, dans les entraînements, c'est-à-dire quelque chose de groupé, mais qui est quand même dans lequel on va mettre un petit peu d'individualisation. Le problème, c'est que l'individualisation n'est peut-être pas poussée suffisamment loin que pour permettre de répondre vraiment à la question de quoi mon athlète a-t-il réellement besoin. Maintenant, je pense que certaines équipes, je pense que l'équipe du professeur Whitvrou travaille là-dessus justement, sur des méthodes statistiques pour essayer justement vraiment de trouver effectivement ce type de modèle dont vous parliez ici, des modèles de type bayésien. Mais je pense qu'on en est qu'au balbutiement ici pour l'instant. Donc c'est vraiment dans les perspectives, je dirais, à mon avis, entre 2020 et 2030, on aura plus d'informations par rapport à ça. Mais à l'heure actuelle, très peu d'informations. C'est en cours de développement, effectivement. Question pertinente, mais difficile, professeur Franco. D'autres questions ? J'avais une autre question après, mais c'était pour répondre à votre question aussi. Nous, je travaille dans le hockey et ce qu'on fait, c'est on fait les screenings donc, de toute une équipe. Et en fait, on a la moyenne de l'équipe dans laquelle on voit des choses communes ressortir, des déficits, sur lesquels on travaille en équipe dans des programmes qu'on implémente dans des warming-up, cooling-down, programmes de prévention. Et puis, par joueur, on a nos red flags où on va donner 2-3 exercices spécifiques. Et dans leur warming-up, par exemple, ils ont 5 minutes où ils ont à faire leurs exercices. Et donc, on essaye dans la pratique de faire ça comme ça. Et ça marche pas mal. Donc, ils sont drillés dans les trucs. Ce qu'on veut essayer de faire maintenant aussi, c'est d'amener ça, du coup, dans les clubs. Parce qu'on voit, par exemple, chez des U16 Boys, on voit vraiment les mêmes choses revenir. Et on veut aller amener ça dans les clubs, en fait, pour que dans les clubs aussi, ils essayent de travailler sur les mêmes points. Là, c'est la prévention générale et groupée. Mais dans les équipes nationales, on donne des entraînements plus spécifiques alors, avec 2-3 exercices par joueur. Mais alors, j'avais une autre question par rapport au bilan médical début de saison dont vous parliez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place au sein du CAPS ou ADEPS parce que nous, par exemple, en équipe nationale, en Flandre, on est obligé de faire un bilan médical de base. Et c'est un protocole mis en place sur Internet avec une liste de médecins spécifiques. Mais c'est vrai qu'on a le problème, c'est que du côté de nos joueurs francophones, on ne sait pas très bien où aller avec eux, en fait, pour avoir le même genre de bilan. Donc, je ne sais pas, vous parliez de ça. Je crois que chaque sportif, chaque équipe a son team
médicale. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'équipe vraiment médicale au sein du CAPS ici. Maintenant, je pense qu'il y a des très bons médecins du sport qui s'occupent des athlètes ici en Fédération Wallonie-Bruxelles. On les connaît, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Ils sont sensibilisés effectivement à l'importance de ce bilan de pré-compétition, pré-participation, donc dès le plus tôt possible dans la saison, pour éviter effectivement des blessures dès le début de saison. Donc je pense qu'ici, bon, moi je ne fais pas directement partie du CAPS ici, mais le CAPS représente plus un soutien par rapport à ces tests, à ces screening tests. Maintenant, effectivement, il faut une collaboration, il faut que le médecin soit ouvert à ça, il faut qu'il y ait une collaboration, il faut qu'on puisse regarder l'athlète dans sa globalité par rapport au bilan médical approfondi qui aura dû être réalisé par le médecin et au regard aussi des screening tests. Mais voilà, je pense que chaque athlète, chaque groupe d'athlètes doit pouvoir aller chez le médecin de son choix et que ce médecin puisse s'intégrer dans l'équipe que j'évoquais tout à l'heure. Ok, merci. D'autres questions? Bien, merci François pour ce très bel exposé. J'ai une petite question concernant une de tes premières slides où, au niveau de la prévention secondaire, tu en as brièvement parlé au niveau de la réathlétisation. Bon, je donne également de la réathlétisation, principalement chez des hockeyeurs, pas de haut niveau, on va dire plus sédentaires, mais ayant déjà joué à un très bon niveau. Et pour la plupart donc, viennent suite à un ligament croisé antérieur, donc après leur revalidation. Ma question était la suivante, c'était une fois qu'ils sortent du travail du kiné, qu'ils commencent leur réathlétisation, à quel point est-ce qu'on peut les rééquilibrer tout en étant préventif dans la blessure, dans le sens où un hockeyeur est quelqu'un qui a une chaîne postérieure qui est très raide, donc on va le rééquilibrer, mais jusqu'à quel point, de manière à ce que quand il retourne sur le terrain, il continue à garder ce déséquilibre, on va dire, qui est propre à sa discipline. Jusqu'où tu pousserais ça, en fait? Alors, d'abord, une première chose par rapport à la réathlétisation. La réathlétisation, elle commence... Pour moi, la réathlétisation, et c'est ce qu'on a mis en place ici dans un sport carré, ici dans le cadre du CHU de Liège, c'est vraiment un parallèle à la rééducation. Donc, ce n'est pas une phase qui arrive après la rééducation. On va vraiment commencer très tôt, d'ailleurs avec des athlètes de haut niveau. 2 à 3 semaines après l'intervention chirurgicale, la plastie du LCA, on commence la réathlétisation déjà. Donc ça, et puis après, effectivement, la rééducation est primordiale évidemment au début, et puis progressivement, on va voir la réathlétisation qui va prendre le pas effectivement sur la rééducation. Donc on commence vraiment très très tôt. Alors maintenant... la question, je pense que d'abord chez des athlètes, tu parles d'athlètes de niveau amateur, très souvent ce sont des athlètes qui ne bénéficient pas d'une préparation physique particulièrement adaptée ou intense, en tout cas avant leur intervention. Donc on a des athlètes qui, 6, 7, 8 mois, 10 mois après l'intervention chirurgicale, sont nettement mieux physiquement qu'avant l'intervention. D'ailleurs, ici à Sport Carré, on a beaucoup de demandes d'athlètes qui nous disent « mais moi je suis beaucoup mieux physiquement après mon intervention alors que j'ai une plastie au niveau du genou qu'avant l'intervention » et qui demandent pour continuer à faire c'est plus de la réathlétisation, c'est de la préparation physique en prévention secondaire finalement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Maintenant, jusqu'à quel point il faut rééquilibrer, ça touche à la question de la spécificité de la discipline. Effectivement, est-ce que, j'imagine bien, moi je ne suis pas un spécialiste du hockey, mais qu'effectivement la gestuelle est quand même assez particulière au niveau du hockey. Est-ce qu'il faut absolument retrouver une gestuelle qui soit un équilibre, qui soit le même que celle d'un joueur de football ou de tennis? Non, probablement pas. Donc on doit effectivement adapter certaines choses. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure dans l'épaule, par exemple. Vous avez quelqu'un qui vient pour une lésion d'épaule, ou même préventivement, en prévention primaire, un joueur de handball, par exemple, ou un joueur de tennis. Est-ce qu'on doit absolument vouloir observer une symétrie parfaite entre l'épaule gauche et l'épaule droite? Ben non, probablement pas. On peut tolérer une certaine force supérieure, par exemple, ou une mobilité supérieure dans certains secteurs du côté dominant versus au côté non dominant. Le tout, c'est de savoir où on se situe. Et ça, je pense que c'est plus une discussion qu'il faudra avoir, parce que émettre des généralités, c'est un peu compliqué, évidemment, mais par rapport à la discipline, par rapport au niveau de jeu, de se dire, OK,
peut-être que classiquement on se dit on aimerait bien ne pas avoir plus de 10% de différence de force entre le côté gauche et le côté droit. Peut-être que chez certains athlètes, si on arrive à 15-20%, c'est déjà quelque chose de tout à fait raisonnable et contre lequel on ne pourra pas forcément aller et qui ne devra surtout pas, évidemment, après blessure, empêcher le retour vraiment sur terrain. Si on estime que ce déséquilibre est satisfaisant, en tout cas. Bien, merci. Et c'est vrai que ces patterns un peu spécifiques, je pense que François a bien nuancé sa réponse. Je pense que les deux questions clés, c'est est-ce que ce pattern contribue à la performance, auquel cas on ne peut pas lutter contre ce pattern, et est-ce que ce pattern constitue un facteur de risque de blessure. Donc il faut un peu naviguer entre ces différents éléments. Pour respecter le timing, je propose que l'on aille à la pause. François se tient bien sûr à votre disposition pour d'autres échanges et nous reprend